c'est ce que je vois sur le visage des gens, ce qui se passe entre eux, pour eux, que je vois nulle part ailleurs en fait. Enfin ouais, là un peu cette globalité de toute cette aventure sortie un peu de nulle part et qui valide à chaque sentier le fait que faut qu'il y en ait un prochain quoi. Bonjour, bienvenue sur le podcast Le vent d'un nouveau monde. Je vous emmène à la rencontre de personnes dont le parcours ou ce qu'elles offrent au monde m'inspire ou m'aide à avancer. Car ces rencontres, pour moi, sont un moyen de se rencontrer soi et de réaliser que nous sommes peut-être, au fond, tous un peu les mêmes. Et surtout, que nous voulons tous un monde plus juste. Et si l'on commençait à l'incarner, ce nouveau monde, en s'inspirant les uns les autres et en allant à la recherche de solutions? Et si tout commençait par soi? Si tout partait de l'intérieur? Je crois que si l'on arrive ensemble à faire taire nos peurs et à suivre un peu plus notre cœur, nous ferons changer bien des choses. Je vous souhaite une très belle écoute. Vous êtes un peu perdu actuellement? Vous avez besoin de nouveautés? De nature peut-être? Ou le mot pèlerinage vous fait rêver? Toutes les raisons sont bonnes pour aller marcher. D'autant plus que le corps mis en action lors de la marche semble mettre également de nombreux processus internes en mouvement. C'est ce dont nous parle Patrick aujourd'hui. Le processus alchimique inhérent à une marche de plusieurs jours. Partir quelques jours permettrait-il d'enlever certaines couches de matière brute qui nous entravent pour révéler notre lumière? Il semblerait même que ce soit possible sur une journée. J'y ai moi-même goûté. Le jour où j'ai rencontré Patrick, je participais à une journée de test qu'il organisait pour un nouveau format de chemin, les sentiers intérieurs. La journée, intitulée Roi et Reine en son royaume, avait attisé ma curiosité. Évidemment, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Ce fut une très belle journée et j'en ai un souvenir très fort. Comme je le disais dans un commentaire que j'ai laissé suite à cette expérience, je crois que ces sentiers intérieurs ne peuvent pas laisser indifférents et qu'ils font travailler sur bien des plans d'une manière différente pour chacun. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite de l'interview avec Patrick. Aujourd'hui, outre les questions pratico-pratiques sur le sentier, nous parlerons donc de chemin initiatique. Tu parlais de guide passeur. Moi, je parle de passeur. Ça me parle plus. En Normandie, ils parlent de compagnon. Moi, le mot passeur, il me parle mieux. En plus, on est vraiment dans la montagne. Donc, les passeurs dans la montagne, il y a aussi ce truc de... Pendant les guerres, ils faisaient passer les gens un peu discrètement. Il y a un côté un peu hors-la-loi comme ça que j'aime bien, tu vois, un peu en dehors des sentiers battus, alors qu'on prend des sentiers balisés. Donc, ça va. Mais il y a ce côté-là quand même, où ce côté route, ce côté un petit peu vagabond, ce côté... Voilà, pas totalement non plus structuré, qui laisse une liberté en fait un petit peu. Et ça fait 10 ans que le sentier d'Évoluer existe. Alors que voilà, au début, on mettait de notre poche, de notre énergie, de notre temps totalement. Ouais. Oui, parce que donc c'était, les gens n'avaient pas à payer pour participer au début, c'est ça? Non, c'était au don. En fait, il y avait ce truc de... En fait, si tu payais, c'est-à-dire que derrière, mine de rien, tu t'attends à ce qu'il y ait une orga, une responsabilité, un truc, tu vois. Et déjà, c'est pas forcément dans la démarche même du sentier. On espère, on l'explique en tant que tel sur le site web et même le premier matin, on a vraiment envie que les gens connectent à leur liberté, à leur autonomie, à leurs ressources propres. Et quand elles manquent, justement, le groupe est là. Des fois, la nature est là pour certaines choses. Enfin, voilà. Mais en priorité, vraiment chercher en soi, en fait. Et du coup... Ouais, ce truc de... ouais, si on paye, c'est que derrière, voilà, on se défausse d'un truc où on est en attente de quelque chose. Et aussi le fait que, ouais, comme dit, c'était assez route. Donc, on avait des gens qui, ouais, ils pouvaient filer 20 balles, 30 balles. Rarement plus, 50, c'était waouh. Donc on était au don. Voilà. Et donc ça a changé, maintenant c'est en fait, au bout de quelques années, quand les dons faisaient en sorte que on payait de notre poche quand même
pas mal de trucs et que on était indépendants, donc ça faisait une semaine où on pouvait pas être présent, et puis même des fois après t'étais pas encore tout à fait là, avant t'étais déjà en préparation, donc le sentier a gagné en expérience, on a gagné en expérience, des gens qui sont arrivés aussi, des anciens qui étaient là au premier sentier, qui sont revenus, ils en ont fait 10, ils en ont fait 12, enfin voilà, tu vois. Et donc du coup, il y a une orga qui s'est formée autour. Pour autant, encore une fois, l'idée c'est vraiment de responsabiliser chacun, et vraiment qui retrouve vraiment son autonomie propre, vraiment l'énergie de vie en lui. Et du coup, si tu fais tout pour les gens, ça se fait pas, tu vois. Tu laisses une partie de cette énergie un peu en dormance en toi, parce que t'es un peu porté. En communication avec l'extérieur, on est guide passeur, on connaît le chemin, et les gens, globalement, n'ont pas à regarder toutes les 10 minutes sur une carte, savoir s'ils sont bien, s'ils sont perdus, quelle balise prochaine. Il y a une chose pour laquelle on est là, c'est ça. Parce que le fait qu'ils soient tranquilles sur le fait de pas se perdre, quand t'as cette petite part de sécurité là-dessus, que t'es avec des gens où tu dis ok, ils nous mènent quelque part et c'est ok, tu peux t'ouvrir à tout le reste plus facilement. Comme dit, concrètement, tu peux nous dire combien ça coûte? On est à 150 € pour cette aventure de 7 jours et 100 € pour 4 jours. Voilà. En sachant que c'est les frais d'accompagnement. C'est de l'argent qui est donné à l'assaut pour entretenir du matos qui s'use, que ce soit le nôtre, que ce soit celui qu'on prête. Donc, avant d'aborder toutes les questions pratico-pratiques, j'aimerais bien que tu nous parles du processus alchimique. Parce que si j'ai bien compris, il y a quelque chose de cet ordre-là derrière les sentiers. Donc déjà, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est l'alchimie? Ouf. Non. Waouh. Alors pour j'ai pas expliqué l'alchimie dans sa globalité. Peut-être justement quel est son lien avec la marche, parce qu'en fait en soi mais c'est vrai que peut-être en une ou deux phrases, parce que qu'est-ce que ça veut dire vraiment au fond l'alchimie? Justement, c'est ça en fait. C'est que pour moi, le fait de marcher en lâchant le confort, en apprenant à lâcher les préjugés, les certitudes aussi, ça se dévoile. Mais ce qui a été théorisé, c'est cette petite expression qu'on utilise, c'est polir sa pierre. Ok. Dans cette idée de l'alchimie, c'est de partir de quelque chose de brut et en le faisant passer des étapes, des œuvres, des changements, des transformations, des transmutations, on arrive à quelque chose de plus en plus pur, aligné, et on dit qu'il laisse passer la lumière, hein, en fait, qui devient en fait, ça crée une connexion, ça crée un nettoyage en toi, ça te repositionne dans ta vie, ça énergétiquement aussi, il y a ce potentiel de te réaligner, de refaire circuler comme il faut. L'acte de la marche par lui-même, l'acte physique, mécanique, le plus pur, le seul truc, c'est qu'on marche plus comme on devrait marcher. C'est déjà ça. Donc il y a déjà un réapprentissage de la marche, parce que ce soit par la non-pratique, soit par les surfaces sur lesquelles on marche au quotidien, nos chaussures, nos habits, notre manière de nous tenir et d'être par rapport au regard de l'autre, tout ça crée des limitations en fait sur notre manière de marcher, physique, juste mécanique, tout simplement. Mais l'acte de marcher dans son entièreté et dans son libre mouvement crée en fait tout un mouvement dans le corps qui se répercute sur plein de points. En fait, au niveau du bassin, tu vas vraiment avoir un phénomène de mouvement. C'est assez dur à décrire dans un micro, hein, mais on va dire comme si tu suivais un sablier en fait, tu vois.
C'est-à-dire que c'est en 3 dimensions. C'est-à-dire que quand on marche, le bassin, il fait pas juste avant, arrière, tu vois, des accents sur la colonne, gauche, droite. Il fait pas du haut, bas non plus. En fait, il roule. Il roule, il tourne. Et la vraie marche libre, au plus naturel de ce que notre corps est fait pour et comment il est censé fonctionner, c'est censé développer ce mouvement-là dans le bassin. D'accord. Et du coup, tout un déroulé du pied, de la jambe différent, une manière différente de poser la jambe aussi, moins d'attaque talon. Et tout ça induit un mouvement global qui va jouer sur la circulation des fluides, sur la digestion, sur le rythme cardiaque, sur l'état d'esprit, mine de rien, et la respiration qui va avec va aussi. C'est-à-dire qu'on peut bien marcher mais mal respirer, on n'aura pas l'acte complet. Donc bien marcher, c'est aussi bien respirer en marchant. Donc tu auras aussi une bonne oxygénation du corps global, du cerveau, qui va aussi jouer sur cet état d'esprit. Et ce mouvement, un peu de déséquilibre constant au final, crée aussi ce qu'on appelait anciennement le dorveil, une sorte d'état semi-hypnotique. D'accord. Un début de méditation, ou une méditation, un début de transe pour certains, légère bien sûr. Et du coup, ouais, ce mouvement oscillatoire, quand il est vraiment pleinement mis en œuvre dans le corps, mais on est tous limités par notre posture, par nos muscles raides plus d'un côté que d'un autre. Donc voilà, tout cet acte en fait, d'expérience de la marche, en conscience. Donc en soi, il y a déjà une bonne manière, j'aime pas parler de ça parce qu'elle est bonne pour chacun en fait déjà dans ce qu'il est avec son corps et tout ça. Donc il y a une manière de faire, mais à chacun après de trouver sa bonne manière de respirer, son rythme respiratoire, sa capacité respiratoire aussi. Donc cet acte-là, rien que de marcher en fait, il fait évoluer des choses en toi en fait. Il te réaligne, il te repositionne plus droit même en fait, parce que si tu marches, t'as un sac à dos, hein. Nous sur un sentier, on porte ce qu'on dit, on porte le poids de nos peurs. Donc on porte notre confort, on porte un peu quand même de poids dans le dos. Donc déjà ça modifie ta manière de marcher. Mais ça a un potentiel aussi à justement t'ouvrir un petit peu, te rééquilibrer, retrouver ton équilibre, qui après, sans sac, tu vas le retrouver plus facilement, tu vois. C'est-à-dire que là, le sentier, c'est un chemin initiatique. Ça ouvre des possibilités, ça ouvre des portes. Si on revient, ça peut faire un travail de fond à chaque fois, et voilà. Hein. Mais l'idée, ça va être ça. C'est-à-dire que l'acte de marche, les lieux par lesquels on passe, qui du coup, dans notre vision, ont un effet aussi sur les gens qui y passent. Tout ça va dans cette idée d'avoir une matière brute, ou des fois un peu encrassée par la vie, par les choses, par une mauvaise posture, une mauvaise alimentation, un entourage, des situations de vie, des traumas et tout ça. Et on s'est rendu compte que l'acte de se mettre en mouvement, sur un chemin comme ça a été conceptualisé avec justement une profondeur, des couches, plusieurs couches, pour vraiment pouvoir avoir une expérimentation complète possible. On peut passer à côté, hein, y a pas de problème. Mais en tout cas, c'est dans cette possibilité-là, à plein de niveaux. Et du coup, l'alchimie, c'est ça en fait, c'est que elle prend en compte la matière, elle prend en compte le spirituel, et c'est pas qu'il y a un lien, c'est que l'un génère l'autre, et l'autre génère quelque chose sur l'un, et que c'est des vases communicants entre l'intérieur et l'extérieur, entre les divers états de matière aussi, et du coup le sentier est vu comme
une mise en mouvement dans un peu cette voie justement alchimique de s'aligner, de se réaligner avec soi en fait par plein de moyens quoi. Et justement, concrètement, les gens qui viennent participer au sentier, quelles sont en général leurs motivations et qu'est-ce que ça leur apporte? Si tu pouvais faire quelques quelques généralités. Bah ouais, bah c'est vaste en fait. Il y a des gens qui vont venir sur le sentier avec une intention, une envie, un moment de leur vie, quelque chose qu'ils veulent changer ou qu'ils voient qui a besoin d'être changé mais qui ne savent pas comment. Souvent à ce moment-là, le sentier, je parle de lui un peu comme ça, comme une entité, mais c'est comme ça qu'on le vit au final. Quelque chose qui a un peu sa propre vie, va s'occuper d'aider à avancer sur cette intention. Alors, on a eu une dame de 65 ans, je crois, ou 67 ans. Elle, c'était un rêve qu'elle avait depuis toute petite, c'était dormir dehors. En 65 ou 67 ans, elle n'a jamais dormi, ni dans un camping, ni à la Belle Étoile sous un arbre, ni toujours à l'intérieur, dans une maison, un appartement, dans un lit. Et c'était son rêve d'enfance qu'elle est venue réaliser sur le sentier, tu vois. Il y avait sûrement d'autres trucs, le fait de, bah ouais, t'as 65 ans, et puis tu fais 6 jours de marche, 180 km, avec un dernier jour où personne ne pense faire ça, quoi. Comment ça? En fait, le sentier est conçu pour que tout le monde puisse le faire. Vraiment, ça on en est assuré par expérience. Donc il n'y a pas besoin d'être super sportif. Non. Et des fois quand on a des sportifs, bah c'est eux qui en chient le plus, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais. Et t'as des gens qui ont jamais marché de leur vie avec une musculature pas très développée, voire même fin ou où tu dis bon c'est de la montagne, il faut quand même un peu de muscle, tu vois, pour grimper. Mais en fait ils s'en sortent. Ben non, bien. en fait, parce qu'ils ont d'autres ressources et que ça marche très très bien en fait. Et le dernier jour, c'est un marathon. C'est 42 kilomètres. Ah oui. Et ça, personne qui n'aborde le sentier pour la première fois, je pense, ne peut s'imaginer faire 42 kilomètres une journée avec un sac à dos, avec 5 jours de marche avant. Donc déjà près de 130 kilomètres voilà, dans les jambes. Et pourtant, en fait... Tout le monde y arrive. Bah ouais. Personne n'abandonne. De temps en temps, il peut y avoir des abandons. Souvent, ça va être une ancienne blessure qui va un peu, se développer en inflammation. On voit par notre expérience, par notre connaissance du corps, du fonctionnement aussi, un peu de la psychologie, plein de petits outils en fait qui font que nous aussi on voit un peu quand est-ce que c'est possible et quand est-ce que c'est plus possible en fait. Et ça peut arriver de temps en temps. De temps en temps, il peut y avoir un côté psychologique de j'y arriverai pas et puis du coup pas su trouver de ressources intérieures ou extérieures pour passer ça. Ça peut arriver de temps en temps aussi. Et encore une fois, c'est vraiment rare les abandons et c'est assez incroyable quoi quand on y pense. Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de petits bobos ou de choses comme ça. Ouais, des ampoules, beaucoup, c'est principalement ça. Des ampoules, la fatigue, fatigue musculaire aussi, forcément, le corps, il montre qu'il a pas l'habitude des fois. Mais tant que c'est musculaire, on peut masser, on peut mettre une petite crème, on respire, on fait des étirements. Et en fait, ça se fait. Et puis il y a souvent des petits moments magiques où on avait très mal la veille, ou le matin, et d'un coup, tout va bien. Il n'y a plus rien. Incroyable. D'accord. Ouais. Et concrètement, par exemple, pour les ampoules, est-ce que tu as des conseils pour essayer
pour ne pas en avoir peut-être, et si on en a, voilà, quelle est peut-être la meilleure attitude à adopter pour ne pas trop souffrir. Ouais, ça c'est un peu le bobo numéro 1. Alors, pour ne pas en avoir, c'est compliqué parce que c'est multifactoriel. À la base, c'est des micro-frottements qui s'inflamment. Et du coup, l'ampoule, c'est une protection du corps. C'est ça le premier problème, en fait, déjà, souvent, sur les gens qui viennent marcher. C'est que l'ampoule est vue comme une blessure, comme un problème. L'ampoule est la manière du corps pour protéger du problème, en fait. C'est une protection. C'est une couche de liquide qui va te protéger la zone qui frotte avec de l'eau, parce que c'est inflammé, donc le corps met de l'eau. Mais bien sûr, bah ouais, quand elle est là, elle prend plus de place, elle est douloureuse, donc forcément c'est ça le problème, l'ampoule. Mais donc il vaut mieux pas la percer alors pour garder ce liquide. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si t'as le temps de la faire guérir sans qu'il y ait d'autres frottements qui viennent arracher la peau qui est maintenant flasque parce que t'as enlevé l'eau qui la tient, c'est ok. Mais si tu remarches, si t'as de nouveau des frottements, ta protection elle est foutue. Donc prochain frottement, ils vont arracher ta peau et tu seras à vif en dessous. Donc soit apprendre à marcher avec tant qu'elle éclate pas, c'est ce qu'on dit, marcher avec la douleur comme si la douleur était un compagnon. Compagnon qui des fois parle beaucoup dans ta tête, qui te crie un peu dans les oreilles, qui est vraiment très présent et très collant. On est dans une population qui est quand même pas mal éloignée de la douleur. Vraiment de ce que moi j'ai pu vivre, par exemple chez les dentistes avant et maintenant dans la période où on est, il y a vraiment une peur de faire mal et du coup globalement on fuit un petit peu la douleur et forcément quand un truc arrive comme ça, on a peut-être moins l'habitude de gérer ça, mais en tout cas c'est vraiment faisable et c'est un peu le minimum. C'est un peu le minimum des douleurs en marche avec des douleurs musculaires où on sait que voilà, si on entretient, si on masse, etc., si on boit bien, c'est ok. C'est aussi des douleurs passagères et tout ça. Et sinon, le Compide. Voilà, ça peut être, si jamais il y a des gens de Compide qui nous écoutent, on veut bien un partenariat parce que ça coûte cher. Et que l'assaut, on a toujours, mais ça part vite. Et c'est une monnaie qui peut valoir cher à un moment donné sur un sommet, un Compide. Donc ouais, le Compide, voilà, là je donne une marque, mais l'idée c'est qu'il y en a sûrement deux autres marques qui font ça, mais c'est quand même une bonne référence. Ouais, lui c'est un peu un pansement un peu particulier qui va lui boire justement ce liquide et se gonfler et lui te protéger en fait, et mieux et t'aider à cicatriser plus vite. Donc ça c'est une bonne solution. Ce serait dommage de s'arrêter pour une ampoule. Ouais. Ou plusieurs ampoules. Et donc voilà, tu disais que les sentiers étaient accessibles à tous, mais est-ce que les personnes qui viennent, c'est plutôt des gens qui sont sur un cheminement spirituel ou alors ça n'a rien à voir? Il y a de tout. Ouais. Ouais, franchement, il y a vraiment de tout. On a assez peu de gens, des perchés. Bon. Ça a pu arriver, mais souvent, ça reste de la marche. Et du coup, il y a ce qu'il faut pour te faire revenir, en fait, tu vois. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de grosses crises mystiques, de choses comme ça. On a des crises émotionnelles. On a des mouvements internes, émotionnels, de souvenirs, d'état d'être, de relationnement social et qui bouleversent, qui peuvent, des fois sans s'y attendre du tout, même. Mais ça va pas du tout être une base, la démarche spirituelle. D'accord. Et au niveau de l'âge, tu vas pas être une femme qui avait 65 ans. C'est quoi la tranche d'âge? Au plus jeune, on avait 13 ou 14. Ah oui, d'accord. Venu avec son papa. On a eu quelques ados, quelques personnes de plus de 60 ans aussi. Globalement, on a commencé les premières années, c'était des gens de 20 ans.
Même si dans le tout premier groupe, on avait une personne de 65 ans avec 18 kilos sur le dos, une dame, et qui l'a fait nickel. Waouh. Et quand les petits de 20 et quelques années étaient à l'arrivée à la quête et écroulés par terre, épuisés et heureux d'être là, la dame de 63 ans, Nicole, si tu nous entends, avec ses 16 ou 18 kilos sur le dos, était encore debout, grand sourire, avec son sac sur le dos, genre en mode, moi je peux continuer. Pas peur les 42 kilomètres. Donc voilà, au début il y avait beaucoup de gens, vingtaine, trentaine, et là maintenant ça s'est plus ouvert aussi aux 40 ans, 50 ans. Et du coup ça fait vraiment un melting pot socialement, culturellement aussi. Et au niveau des âges, on a vraiment de tout. Et au niveau de l'expérience de la marche, comme dit, c'est une minorité des gens qui ont l'habitude de marcher régulièrement sur beaucoup de kilomètres. Et encore beaucoup plus rare les personnes qui ont déjà fait en itinérance sur plusieurs jours de suite. C'est une rareté. D'accord. Et on a 3/4 des gens qui, des fois, n'ont jamais fait de rando. Ils ont fait des balades. Ils ont cherché des champignons. Voilà. Ok. Et toi, donc tu l'as fait je ne sais combien de fois maintenant ce chemin. J'imagine qu'à chaque fois c'est différent. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi déjà dans ce rôle de passeur? Et ouais, est-ce que tu pourrais dire qu'est-ce que ça t'apporte encore maintenant peut-être? Alors j'ai pas parlé de mission de vie parce que ça fait un peu égo spirituel, mais il y a quelque chose de comme ça quand même. Il y a quelque chose d'un peu plus grand. Et en fait c'est chaque sentier en fait qui, c'est ce que je vois sur le visage des gens, ce qui se passe entre eux, pour eux, que je vois nulle part ailleurs en fait. Je suis thérapeute, je reçois des gens one-to-one, je vois des beaux changements aussi, mais oui, des fois ça peut être au bout de... c'est une rareté aussi, au bout d'un ou deux soins ou d'un coup, paf, il y a tout qui se libère et tout, ça m'est arrivé. Mais globalement, voilà, ça prend des mois, des fois ça prend pas. Puis là, voir comment plein de choses peuvent évoluer et ce qui peut se créer entre des humains. Enfin, ouais, là, un peu de cette globalité de toute cette aventure sortie un peu de nulle part et qui valide à chaque sentier le fait que faut qu'il y en ait un prochain, quoi. Mais tous les matins, quand je débute le sentier, le premier matin, quand je vais au sentier, je me dis, pourquoi tu fais ça déjà? Et en rentrant de chaque sentier, je me dis, bah ouais, pour ça, quoi. Ok, c'est trop beau. Et vivement le prochain. Peut-être d'ailleurs, est-ce que tu aurais un souvenir en particulier ou une anecdote qui t'a vraiment marqué, que tu voudrais nous raconter? Il y en a beaucoup. Allez. Il y en a un parce que il est au moment où le sentier se développait la première année. On en avait fait plusieurs du coup avec moi et mon ancienne compagne, tout seul, avant de publier et d'inviter des gens. Et en septembre, donc à l'époque il y avait un sentier qui s'appelait le Sentier Royal. Encore une fois par rapport à l'alchimie, la voie royale. Venait Bertrand de Normandie pour faire la marche ici. Et il s'appelle Bertrand Leroy. Donc, Bertrand Leroy qui vient pour le Sentier Royal pour en quelque sorte un peu valider la paternité de l'esprit du sentier et l'arrivée du coup à Strasbourg. Une arrivée royale où on descend le pont où il y a le club de canoë et kayak de Strasbourg et c'était comme par hasard leur fête annuelle ou je sais pas quoi, anniversaire.
Et c'était des dizaines d'embarcations avec des lupiotes, des petites... et ils avançaient au même rythme que nous. Et bon, je vais pas trop spoiler, mais on suit l'eau à Strasbourg pour arriver à la Cathay. Et donc on a ce cortège royal de dizaines d'embarcations avec des lumières et tout ça qui nous suit. Et arrivé à la Cathay, on arrive pour les 1000 ans de la Cathay. Avec l'orchestre symphonique et tout ça. Moi je savais pas. Voilà quoi. Donc orchestre, philharmonique, et pile quand on arrive, il commence le truc quoi. On arrive sur le parvis, on pleure, on joie, on tout ce que tu veux. Et là, t'as le gars au micro qui commence son annonce. Bienvenue pour les 1000 ans de la cathédrale. Et puis là, le concert et tout. Voilà, tu vois. Ça, c'est... Magique. Magique. Et donc, les sentiers intérieurs, tu nous en as un peu parlé au début. Ouais. Est-ce que tu voudrais nous décrire un petit peu plus le concept derrière tout ça? Alors, l'idée des sentiers intérieurs, donc on a décidé avec Joe, qui est un guide passeur du Sentier des Hauts-Lieux, principal avec qui je fais beaucoup de sentiers. En fait, le sentier des Hauts-Lieux, il a sa vie propre, c'est lui qui fait maintenant, tu vois. On l'a nourri, on était là, on était présent, on est toujours là, mais c'est lui qui fait la magie. Et là, on voulait avoir quelque chose où sur une journée, du matin jusqu'au couchant, qu'on puisse, sur un cycle du coup de 5 marches, pouvoir englober une majeure partie de la psyché humaine, du vécu émotionnel humain, de manière de se comporter face à l'autre, à l'environnement, et que tout ça se mélange en nous. Donc, on est parti sur des archétypes. Tu peux nous dire ce que c'est un archétype? Ouais, c'est un peu... on prend une image, on va dire le loup solitaire, tu vois. Pour moi, c'est un archétype. Ça veut dire quelqu'un qui aime bien être seul, qui se débrouille par lui-même. Donc, on pourrait utiliser cet animal totem, on va dire, du loup pour représenter ce type de caractère. D'accord. Donc là, en fait, les archétypes qu'on a choisis, c'est des archétypes qu'on va pouvoir retrouver dans diverses traditions, jusqu'au tarot même, où c'est des figures humaines, pour le coup, qui représentent justement des part de nous, dans notre quotidien, dans notre psyché, etc., dans notre caractère. Mais en plus de ces archétypes humains, traditionnels, qu'on a limité à 5, en sachant que, selon les sources, tu peux en avoir plus. Mais on s'est rendu compte que, c'est un petit peu comme le tarot, t'as les arcanes majeurs et les arcanes mineurs. Et là, du coup, que ces archétypes majeurs qu'on a sélectionnés peuvent englober aussi tous les autres petits, donc selon les sources. Du coup, on s'est mis sur ces 5 archétypes et qu'on a complété par un élément. Aussi en lien avec ce qu'on disait, l'alchimie, qui est vraiment en lien direct avec la nature, avec les éléments de la nature, parce qu'on les met en œuvre. En alchimie, on peut mettre en œuvre des plantes, des minéraux, des métaux, mais notre propre corps aussi. C'est justement la voie royale. Et du coup, l'idée c'est que en ayant un archétype plutôt de l'ordre humain et d'avoir quelque chose de l'ordre qui est associé de l'ordre de la nature, ça permet peut-être de se projeter un peu plus facilement pour les personnes qui ont envie d'effectuer une de ces journées en fait. Et du coup, pour les citer, pour qu'on sache un peu où on en est, on part du guerrier. Alors, on utilise l'archétype sous le nom masculin guerrier, bien sûr, tout se vaut en guerrière, en féminin aussi. On voulait vraiment, c'est difficile d'avoir vraiment quelque chose de neutre, c'est pour ça qu'en fait, en plus de cet archétype, de cet élément et d'un lieu aussi géographique qui est associé, on a créé un intitulé un peu
un joli intitulé qui soit justement un peu plus neutre que voilà, genre le guerrier, le roi, qui peut paraître un peu masculin, surtout qu'on est 2 gars à faire ça. On s'est dit ouais, on va se retrouver avec que des gars qui vont venir et tout, et au final bah non, c'est l'inverse. C'est une majorité de femmes. Et du coup voilà, donc on a le guerrier qui est le feu au Mont Saint-Michel de Saverne. Et du coup, c'est la force ardente. On a le roi, la terre, Otenchel. Du coup, c'est roi en son royaume, ou reine en son royaume. Et là, l'expression est faite en tant que telle, donc on l'utilise en tant que telle. Ces 2 épisodes, ces 2 journées, qui ont quelque chose de commun, c'est qu'on va vraiment commencer par des choses qui sont un peu plus en lien avec la matière. Où il y a, de temps en temps, des choses un petit peu plus subtiles qui vont arriver. Mais ça va être beaucoup avec le corps, mine de rien, en priorité. Le corps, la respiration, voilà. Puis après, on va passer sur une sorte de deuxième phase, un deuxième pilier, on va dire, de ces sentiers intérieurs. Ça va être l'amoureux. Donc c'est un archétype forcément lié avec l'amour, avec voilà, tout ce qu'on peut mettre derrière, la bienveillance, par rapport à l'extérieur ou en soi, enfin voilà, l'amoureux. Et l'eau. Et donc oui, et l'intitulé c'est la voix du cœur. Puis on a le magicien, l'air, et c'est un souffle de mystère, l'intitulé. Donc voilà. Donc l'idée c'est à chaque fois d'avoir même si on regarde par exemple en médecine chinoise, le feu, il est relié à certains caractères, à certains organes. La terre aussi, l'air aussi, l'eau aussi. Donc voilà, il y a plusieurs points en fait d'entrée en fait dans ces à chaque fois dans chacune de ces journées-là, et elles sont évolutives. Bien sûr, il y a une idée de les faire tous pour vraiment avoir toute cette évolution possible, tout ce panel en fait de vécu et d'évolution dans le vécu. Mais on peut aussi faire un ou 2 qui nous parlent particulièrement, et les autres, c'est peut-être pas le moment. Et du coup, ces 4 épisodes en 2 piliers se regroupent en haut par la quintessence, le sage. C'est le dernier, et il est un peu à part parce que en fait il regroupe les 4 autres tout en ayant ses propres caractéristiques. Et l'idée aussi c'est que idéalement on aurait aimé que ceux qui font le sage aient fait les 4 précédents, mais voilà, on vit dans ce monde-là et on sait que on peut attendre peut-être 4 ans avant qu'on ait enfin un petit groupe qui ait fait 4 précédents, vu qu'on lance ça cette année officiellement. Donc en fait, vu qu'on a quand même 2 piliers, 2 un peu plus dans la matière, 2 un peu plus dans le subtil, l'idée c'était de pouvoir accéder au sage en ayant fait un des 2 à chaque fois. Parce que même ce qu'on va mettre en pratique, c'est déjà bien d'avoir vu au moins certaines choses des épisodes précédents pour ne pas être totalement perdu, quoi. Ok. Et justement, est-ce qu'il y a des prérequis sinon pour les premières journées ? Non. D'accord. Sur aucune journée, sauf le sage, je dirais. C'est sur une journée, donc il n'y a pas de difficulté physique réelle. Bien sûr, comme pour le sentier des hauts lieux, s'il y a des problèmes cardiaques, ce genre de choses, c'est à prendre en compte, c'est à nous communiquer. S'il y a des douleurs de genoux, de dos qui sont connues parce que qu'on traîne depuis des années, c'est toujours bien de communiquer. Mais là, c'est sur une journée, petit sac à dos, juste pour la journée, pour avoir de quoi manger, se coucher par terre. En kilométrage, c'est pas beaucoup. C'est entre 10 et 13 kilomètres. Vraiment pas de prérequis, non. Non. Merci. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose encore sur les sentiers intérieurs ? Ouais, je veux bien. C'est juste aussi pour différencier, en fait. Outre, bien sûr, la possible difficulté sur le papier du sentier des hauts lieux, sa durée et le portage, comparé au sentier intérieur, là, on voit une nette différence. Sur la démarche, vraiment, je mets vraiment un point important là-dessus. La démarche n'est pas la même. L'esprit, au final, est le même. On est aussi sur une évolution, sur au final, ce que nous on appelle effectivement un processus alchimique, les sentiers intérieurs aussi, c'est comme ça que c'était conçu. Toute la journée, toutes les étapes de la journée sont conçues justement dans ce but-là. Mais encore une fois, justement, là où sur le sentier, c'est la magie du sentier qui opère,
Et nous, on essaie de laisser faire les choses. Autant sur les sentiers intérieurs, on vous emmène vraiment dans un petit peu comme les travaux d'Hercule, quoi. Vraiment sur des étapes, des choses à faire, où on demande votre confiance, mais en même temps, il n'y a pas d'obligation. Donc si on sent pas un truc, on n'est pas obligé. Mais l'idée, c'est que vraiment tout étudier pour vraiment avoir un déroulé impactant, et vraiment sur une journée, ça puisse faire son effet, et que si possible, vraiment, ça c'est dans notre souhait, qui est vraiment quand même ce petit effet qu'on retrouve facilement sur le sentier d'un avant-après. Et c'était vraiment de pouvoir créer quelque chose d'assez complet, impactant, dense, riche, et surprenant. Voilà. Oui, et puis je peux témoigner qu'on peut vous faire confiance. Merci. Et oui, c'est très surprenant. Pour la journée que j'ai testée, en tout cas. Il y a un site internet pour les sentiers. Alors, pour le sentier des Hauts-Lieux, il y a un site internet, tout nouveau site qui explique tout, vraiment tout. Voilà, donc tout ça, je mettrai dans le descriptif de l'épisode. Il y a toutes les infos. On a une page Facebook, on a une Instagram aussi. Mais de toute façon, les news de Facebook sont reportées sur le site web. On les retrouve aussi. Les sentiers intérieurs, c'est un prochain site web à créer, mais pour l'instant, du coup, tout se passe par la page Facebook. On y a accès sans être inscrit, au pire. Voilà. Ok. Et donc toi, tu proposes également des ateliers de cuisine, de cueillette, etc. Donc ça, je crois que tu as encore un autre site pour ça. Oui, c'est des ateliers de cuisine végétale, donc avec l'étiquette vegan, donc que je fais depuis 8 ans à Bar. Et donc c'est les ateliers VG, et c'est justement dans le cadre des ateliers VG au printemps où j'emmène des gens pour faire une petite balade. Alors ça s'appelle rando cueillette, cuisine sauvage. C'est une balade cueillette plus qu'une rando. Au début on faisait plus de marche, maintenant on est plus le nez dans les plantes. Et oui, ça c'est pendant tout le printemps jusqu'à tout début été, où ça permet justement de se reconnecter à la nature différemment, et en apprenant une bonne quinzaine souvent de plantes. Ouais, ok, donc oui, tout ça sera de toute façon dans le descriptif de l'épisode pour les gens qui veulent te retrouver. Et donc on s'approche de la fin. Et donc la question du podcast, c'est donc, comme tu le sais, le nom du podcast, c'est Le vent d'un nouveau monde. Alors, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, le nouveau monde? Comment tu t'imagines un nouveau monde idéal, disons? Voilà, ça peut être une utopie, mais ça peut être aussi quelque chose que tu penses peut se réaliser. Ouais, le truc c'est que je suis pas du genre idéaliste, et en même temps je suis utopiste. Donc ça veut dire que je suis une sorte je suis un peu un oxymore sur pattes, c'est-à-dire que je vois tous les trucs pas cool, mais en même temps j'espère quand même qu'il y a un petit truc cool qui en ressorte, quoi, tu vois. Donc là en ce moment c'est un peu lourd. C'est un peu lourd, et on peut se dire franchement, est-ce qu'il y aura un nouveau monde? Il y a tout le temps des nouvelles choses, mais le nouveau monde, en fait, on va comme d'habitude devoir s'y adapter, quoi. Parce que si c'était que l'humain, ça irait. Mais là, il y a plein de trucs en même temps qui nous arrivent un peu. C'est-à-dire écologique, le fait que tout est interconnecté. Et qu'est-ce que toi tu souhaiterais vraiment, si c'était possible de le créer? Ouais, mais c'est plus un souhait qu'un rêve, en fait. Oui, mais c'est... Ouais. Mais c'est un souhait, genre... j'aimerais beaucoup que les humains, pour le coup, tous, se remettent un peu en cohérence, en fait. Cohérence vécue, d'idées. Je trouve que même tous les gens qui sont partis avec des super bonnes idées, à un moment donné... ça tourne mal parce que les mauvais choix, parce qu'ils se font finalement avoir
par des trucs d'ego, de pouvoir, de bidule, de machin, et du coup, ils essaient de rester ce qu'ils étaient avant en n'étant plus ça, et du coup, à ce moment-là, faut peut-être juste s'arrêter, ou bien se remettre en cohérence par rapport à ce qu'on voulait de base, en fait, pour ce monde. Parler de conscience, c'est peut-être trop vague, tu vois. Mais parce que je pourrais dire, qu'on gagne en conscience, qu'on s'élève en conscience. Oui, bien sûr. Mais là, du coup, on arrive sur un truc qui peut être un peu new age, tu vois. Mais en cohérence, juste, qu'on soit juste plus cohérent par rapport à ce qu'on est, ce qu'on fait, ce qu'on dit. Merci. Et est-ce que tu veux profiter de l'occasion, d'être devant un micro avec des auditeurs derrière? Un micro vert en plus. En plus vert. On dirait un kiwi. Est-ce que tu veux en profiter pour, je sais pas, délivrer un message qui toi te tient à cœur? Ça, la cohérence. Non, il y en a d'autres, bien sûr. À la base, j'aimais pas l'humain, j'aimais pas les gens. Tu vois. Et ça a bien changé grâce au senti, on dirait. Et là, du coup, tu vois, je me retrouve voilà. Donc voilà, il y a du bon chez chacun, et c'est vraiment ce truc de cohérence, quoi. C'est que s'il y a du bon en toi, essayer de faire en sorte d'utiliser ça et de le partager, quoi. J'aime bien finir en musique, donc on arrive à la toute dernière question. Est-ce qu'il y a une chanson ou un morceau qui toi t'a touché profondément à un moment de ta vie, ou qui t'a accompagné, ou qui résumerait peut-être ton message, quelque chose qui t'a marqué, que tu voudrais nous partager? C'est tout un album. Même si sur cet album, il y a vraiment 2 musiques qui vont vraiment avoir quelque chose en intérieur, qui active quelque chose, tu vois, à l'intérieur, mais globalement, tout l'album fait ça. Et c'est quelque chose que, du coup, j'ai découvert par le biais de un peu ma passion pour le cinéma aussi, pour la musique un peu chelou aussi, expérimentale ou autre. Et en fait, qui était là, justement, à ce moment où j'ai commencé à changer un peu de vie, de perception, et qui m'a accompagné, qui m'accompagne toujours jusqu'à maintenant, en fait. Et du coup, c'est Philip Glass, compositeur encore vivant, d'ailleurs. Et c'est la BO, l'album Koyanis Katsi, donc la vie en déséquilibre, Life Out of Balance, je crois. Donc qui est de la trilogie Katsi, qui est une œuvre monumentale que tout le monde devrait voir. C'est une sorte d'opéra en images et en musique forcément, sur le déséquilibre de la Terre, et sur l'humain, et sur la nature et tout ça. Voilà. Donc pour les gens qui l'ont pas vu mais qui ont vu Baraka ou ce genre de film aussi, où c'est des images sur la musique super bien tournées et tout. Tu conseilles? La trilogie Katsi, dont le premier, Koyanis Katsi, okay. Et la BO de Philip Glass, et notamment, il y a 2 morceaux, c'est The Grid, qui est très long, mais qui est foisonnant, et qui reprend un petit peu vraiment tous les thèmes de tout l'album, justement, et Vessels, qui celui-là, c'est une flèche qui transperce, quoi. Ok. Ouais, je vous laisserai découvrir si vous ne connaissez pas. Je découvrirai. Donc c'est de la musique classique, mais c'est de la musique classique différente. D'accord. Merci beaucoup pour ce dernier petit conseil musical, et puis pour tout le reste. Donc merci beaucoup Patrick. Avec plaisir. Pour cette interview. Alors, on le crée ce nouveau monde ? Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à en parler, à vous abonner, à mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast et à me laisser des commentaires. D'autres pourront ainsi le découvrir à leur tour, et c'est comme ça que vous m'aiderez le plus. Et puis, c'est aussi une manière de mettre votre pierre à l'édification de ce nouveau monde. Et si vous voulez aller plus loin et me soutenir financièrement, vous pouvez me faire un don sur ma page Tipeee. Pour en savoir plus sur le podcast, rejoignez-moi sur Instagram ou sur Facebook.
On se retrouve dimanche dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à danser avec le vent du changement.